Petit préambule à cette vidéo qui explique un peu comment j'en suis venu à l'ACS, la façon dont je l'ai mis en place de manière progressive sur l'exploitation, et surtout c'est fait sous forme de tour de plaine où je vous montre un peu le rendu dans un champ de blé, dans un champ de colza, dans un futur champ de tournesol par rapport à l'interculture longue avec des couverts, deux types de couverts en place. Et donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans le champ, comment ça se traduit, la couverture du sol, la vie du sol, ainsi de suite. Donc c'est une vidéo qui est un peu longue parce que j'ai du mal à traiter ce sujet qui est relativement important, c'est-à-dire qui est un peu le pivot central sur ma manière de réfléchir et de conduire les grandes cultures. Donc j'ai pris le temps de vous montrer chaque parcelle et d'expliquer les bénéfices que ça apporte dans mon système, de la manière où je travaille. Et voilà, l'effet transition, j'ai rappelé d'où l'état des lieux au début de la parcelle. Voilà. Ce préambule, c'est aussi pour vous rappeler les bases un peu de l'ACS. L'ACS, c'est quoi? C'est l'agriculture de conservation des sols. Le but est de mettre en place 3 piliers. Donc la couverture maximum des sols. Le but est de jamais avoir de sol nu. Une rotation diversifiée de cultures. Donc amener un maximum d'espèces dans la rotation, que ce soit des cultures de rente ou non d'ailleurs, ça peut être en culture associée ou en couvert. Et la perturbation minimum du sol, c'est-à-dire le but est de travailler le moins possible le sol en plein, de manière localisée des fois si on n'a pas le choix, comme du tournesol c'est un peu compliqué, ou parfois des cultures légumières, des betteraves, patates ou autres, des fois on n'a pas le choix. Au niveau de la rotation, on est obligé, ou selon certains accidents, de faire un travail du sol en plein. Donc le but, c'est de venir comme diminuer ce travail du sol en plein, et vous verrez pourquoi l'impact que ça peut avoir sur cette structure de surface qui s'améliore d'année en année, et de conserver le travail fait par les mycorhizes, la vie du sol, les racines, que ce soit des couverts, des repousses, et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de mettre un peu les différents chapitres où on voit les différentes cultures et comment j'ai mis en place ces différents leviers. Et à la fin, je fais un petit aspect conclusion, ce que je vois à l'avenir. Et puis voilà. Bon visionnage. Salut. Aujourd'hui, vidéo, maintenant que tes SMI, quasiment tous les SMI sont bouclés, sont en train de lever, le boulot commence à se calmer. Je me suis dit, on peut faire une petite vidéo sur le pourquoi de l'ACS, sur notre exploitation, quelle est ma vision, pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon système et qu'est-ce qui a fait que je suis parti sur cette façon-là de travailler. Donc on va commencer par la base. Je me suis installé en fin 2015 sur des terres qui venaient pas de l'exploitation familiale. Donc sur un agriculteur qui partait à la retraite, je fais une petite surface et après j'ai pu m'agrandir 2 ans après et pour atteindre la taille aujourd'hui, et tout ça sur des terres à dominante limon sableux, c'est-à-dire selon les parcelles, soit c'est le limon qui domine, soit c'est le côté sableux, avec en moyenne entre 15 et on va dire 17% d'argile et entre 1,8 et 2 de matière organique. Donc ce qui n'est pas énorme en taux de matière organique. Il y a des endroits où c'est encore pire que ça, mais c'était fait en manière traditionnelle, pas mal de travail du sol, donc bien sûr, avec une rotation souvent un peu blé, un blé tournesol, et en exportant les pailles de blé. Et pas forcément beaucoup de fumure de fond, entretien des parcelles pas génial, les terres relativement sales. Beaucoup d'adventistes ont à Irène sur les dernières années, dont l'ambroisie, chardon, follavoine, voilà. Et donc je suis parti sur ces terres-là, qui étaient plutôt fragiles, on va dire, une stabilité structurelle un peu délicate. Ce qui caractérise ce secteur-là de la Charente où je suis, c'est que on a de la silice dans les sols, donc c'est-à-dire que les pierres, c'est des silex. Et même quand il n'y a pas de pierre, il y a comme de la silice qui est contenue dans le sol, et donc ce qui rend le sol très abrasif, très usant. N'importe quelle opération, dès qu'on met une pièce en terre, ça devient très usant. Sur une charrue, par exemple sur la partie bio, on a déjà changé les versoirs, même sur une 7 corps, parce qu'au bout d'un moment ils passent à travers. Les socs de bineuses, quand ils ont fait une vingtaine d'hectares en conditions un peu sèches, c'est mort. Le Smouradis, par exemple, sur le SD 4000, en moyenne, quand ils ont fait 200 hectares, ils sont rincés. Voilà, donc on est dans un contexte vraiment usant où chaque opération de travail du sol en plus coûte cher.
Et en plus dans des sols avec une stabilité structurale qui n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire si on laisse beaucoup de terre fine en surface avant des grands amas d'eau, normalement le sol il n'aime pas forcément trop ça. Donc la première année quand je me suis installé, j'ai fait les poussions une fois en TCS pour tout mettre déjà à plat, partir sur une base saine. Et la partie couvert semi-direct a toujours été quelque chose qui m'attirait. Les couverts, on en fait déjà depuis une quinzaine d'années sur l'exploitation familiale en bio, avec des apports de compost. Du semi-direct, il y a eu un peu de fait, mais en bio, c'est relativement compliqué. On avait déjà le matériel adapté, au moins le semoir à disque. Et donc, on avait déjà un peu... Je partais pas de zéro en termes d'affinité. Première année, je mets tout à plat. Je viens semer et je me rendais déjà compte que le créneau que j'avais utilisé pour travailler le sol, en fait j'aurais pu l'utiliser pour venir semer. Ça c'était déjà un premier constat. C'était comme coûteux, on y passe du temps, malgré qu'on arrive à avoir des outils assez larges maintenant en termes de déchômeurs, mais ça fait comme des heures de tracteur. Et en plus le sol, après pendant l'hiver, il met un peu plus de temps à s'en remettre. Et l'herbe repart quand même assez vite, je trouvais en TCS derrière. Donc dès la deuxième année, j'ai décidé de faire les blés directement en semi-direct. Derrière tournesol, c'était assez facile. Et ben, ça s'est pas trop mal passé. Et surtout, il y a quelque chose qui était très parlant. Dans une parcelle qui est très délicate, où il y a bien 1,5 hectare, 2 hectares de bruyère sur 7 hectares, dans toutes les zones de terre très mauvaises, plus l'hiver avançait, plus on voyait des rangs de blé qui restaient verts tous les 75 cm. Et les autres rangs, ils étaient vraiment vert pâle et ils ont fini par mourir d'ailleurs, ou pas donner du tout d'épi. Et il restait que les rangs tous les 75 cm qui étaient liés à l'endroit où il y avait les anciens rangs de tournesol. Sachant que sur le tournesol, à l'époque, je n'étais pas équipé, il n'y avait pas de fertile localisé. Donc pendant cet hiver assez humide et dans cette parcelle compliquée, n'a survécu que le blé qui a su utiliser l'ancien réseau de galeries et ou de mycorhizes du tournesol. Donc là déjà ça fait réfléchir. Donc suite à ça, j'avais vraiment déjà dans l'optique de faire tous les blés en direct. Les couverts, je venais également les semer avec le semoir à disque, et c'était un peu plus compliqué dans les pailles. Avec le RTK, j'arrivais à semer un peu dans les interrangs de la culture précédente, mais à l'endroit où tombaient les anciens andins de batteuse, je voyais que c'était quand même pas super. Donc c'est là que j'ai décidé, je me suis dit il faut absolument que je m'équipe d'un semoir à dents pour pouvoir faire également les couverts et les colzas en semi-direct, parce que je ne me voyais pas faire du semi-direct avec le SD 4000 dans les chaumes de blé pour semer du colza. Je savais que le résultat me plairait pas. Donc à partir de là, j'ai continué à avancer dans la démarche de réduction de travail du sol. Il me restait plus, une fois que j'étais équipé du semoir à dents, j'avais plus que le tournesol où je faisais du travail du sol en plein. Et je voyais bien que ça me chagrinait parce que des fois j'ai découvert qui étaient relativement jolis. Ou par exemple un colza, une année j'avais un colza qui était très moyen, mais par contre les plants de campagne étaient très belles et la structure était vraiment jolie. Et je suis venu mettre un coup de déchômeur à disque là-dedans pour faire de la terre fine alors que la structure était déjà là. Et c'est complètement con ce que je suis en train de faire. Donc je me suis mis dans la tête de chercher un strip till, quelqu'un m'en a prêté un, j'ai pu faire mes essais, et j'étais satisfait. Je me suis dit, ça se compte, on travaille juste cette petite bande pour mettre le tournesol, ça suffit, j'ai pas de raison de venir faire 2 fois du travail du sol en plein. Et c'est ce que j'ai pu faire au niveau de mes essais, et j'étais très satisfait, donc j'avais plus que le tournesol où je faisais encore du travail du sol en plein. Et cette année, pour le coup, durant l'hiver dernier, je me suis équipé d'un petit strip till en 4 ans pour un semoir virant, ça le fait bien, et c'est que le tournesol maintenant passe aussi avec plus de travail du sol en plein. Donc au niveau de l'échelle de la rotation, en quelques années, j'ai pu réduire progressivement le travail du sol, faire des couverts, une interculture performant. J'ai pu mettre des plants de campagne quasiment systématiquement avec tous les colzas. Il n'y a que la première année en 2016 où j'ai pas mis de plants de campagne. Et depuis, j'ai toujours eu des plants de campagne. J'ai installé la fertile localisée sur l'ensemble de mes semoirs, et pour toujours apporter le phosphore que de manière localisée. Et donc le tournesol également, apport de fertilisation dans les lignes de semis. Donc à partir de là, j'ai vraiment réduit drastiquement le travail du sol. Maintenant, il n'y a plus qu'un passage de strip till pour le tournesol. Après, des fois, il y a toujours quelques parcelles où si les sangliers m'ont fait des très gros dégâts, des fois, il y a besoin de faire
de passer un coup de déchômeur léger pour remettre à plat. Il ne faut pas s'interdire dans les parcelles accidentées où on voit que par exemple il y a beaucoup de blé couché, où le semoir à dents va vraiment pas réussir à passer. Bon ben là, on a un petit coup de déchômeur pour venir mâchouiller les pailles et les mélanger. On voit que ça fait faire le taf. Donc sur les années, j'ai pu réduire le travail du sol, apport de compost de déchets verts, fertilisation localisée, rotation de 4 ans. Et avec cette démarche, j'ai pu voir les champs. Je suis parti avec des champs très sales, où la première année, je baissais pas du tout la garde sur le côté des herbages. Je désherbais, on va dire, plutôt fort. Je partais avec des champs très sales. On voyait le blé au mois de décembre, le champ était intégralement vert, même l'interrang, tellement j'avais de levée de folle avoine et d'autres adventices. Et pareil, sortie vert, beaucoup de chardon et d'ambroisie. Donc les premières années, les 2-3 premières années, je désherbais, on va dire, à des doses classiques, par exemple du défi à 3 litres, l'antigraminé foliaire à 2/3 de dose et de la lie à 30 grammes. Donc avec les années, j'ai vu les champs devenir de plus en plus propres. J'ai vu que le désherbant blé sorti vert, au mois de novembre, cogner, avait tendance quand même à cogner le blé, et ça m'a toujours marqué. Donc ça fait 2 ans, avec les hivers humides, pour éviter de cogner le blé, j'ai descendu les doses. L'année dernière, j'étais qu'à 2 litres de défi et 0,15 de DFF. Et finalement, les champs étaient très propres et je cognais pas du tout la culture. Donc, et je fais plus qu'une demi-dose d'antigraminé foliaire en sortie au mois de mars pour les folles avoines et 20 grammes d'allier pour l'ambroisie, parce que j'ai une charge d'ambroisie vraiment importante par l'historique des parcelles. Et en faisant un programme comme ça qui me coûte une 40aine d'euros, j'arrive à avoir des champs très propres sous la coupe, il n'y a quasiment qu'une adventice. Des fois, il me reste 1 ou 2 ambroisies dans les passages de pulvée ou dans les coins. Mais avec les années, j'ai vraiment vu la pression adventice baisser. Et j'ai également vu la structure de surface, qu'on va regarder, vraiment de s'améliorer d'année en année. On va regarder, j'ai les premiers centimètres qui deviennent un peu plus foncés. Ça fait un peu comme un petit matelas, un peu comme une petite moquette. On va regarder ça tout à l'heure. Et donc, je trouve qu'avec le temps, plus ça va, mieux ça va. Par contre, un point où je trouve qu'il faut être vigilant, si une année ça dérape, c'est-à-dire que si le travail du sol n'est pas effectué ni par le végétal, ni par la vête du sol, et bien à ce moment-là, il ne faut pas être borné. Faut pas hésiter des fois à venir recréer un milieu propice à la germination des graines, et s'il faut, passer un petit coup de déchômeur une année pour remettre à plat ou pour assurer une bonne levée de la culture du couvert. Faut pas être fermé, voilà, faut pas être non plus trop dans le dogme. Donc comment ça se traduit sur le terrain? Par exemple ici, l'année dernière c'était un colza. Je me suis débrouillé, il faut toujours se débrouiller pour que selon ma vision personnelle, que les repousses soient propres. Donc juste après la moisson du colza, on désherbe une première fois à ce moment-là, pour que les repousses soient propres, pour qu'il n'y ait que du colza, des repousses qui lèvent, afin qu'il n'y ait aucune adventice qui monte à graines, et que quand on va venir semer le blé dans des repousses, on sème dans des repousses propres. Donc on n'a pas besoin de venir augmenter les doses de désherbant pour venir taper les 2-3 adventices qui traînent. Donc là, cette parcelle, typiquement, je suis venu travailler le sol la première année je me suis installé en fin 2015, donc c'était un tournesol en 2016, donc au mois de mars, pour préparer pour du tournesol. Donc j'ai fait un tournesol dedans, et depuis, c'était la dernière opération de travail du sol qu'il y a eu. Donc on va regarder la structure du sol. Donc là, le blé était semé, il est en train de lever. J'ai désherbé les repousses gentiment. Alors c'est la seule parcelle où j'ai désherbé avant de semer. Normalement je ne le fais jamais, mais là c'est un concours de circonstances pour l'utilisation du pulvé et du semoir. Donc elle meurt un peu plus tôt que les autres parcelles. On verra les autres parcelles, les repousses encore bien vertes. Donc si on regarde, là en fait, le blé est en train de lever. Voilà. L'état du sol en surface, c'est ça. Il y a toujours des débris et des végétaux. Petit rappel, qu'est-ce que l'ACS? J'ai oublié de commencer par là. L'ACS, c'est un ensemble de leviers qui sont à mettre en œuvre, on va dire, dans nos systèmes et qui doivent fonctionner ensemble. C'est-à-dire l'ACS, c'est pas du semi-direct. Le semi-direct est un des leviers
qu'on utilise en ACS, mais n'est pas obligatoire forcément à l'échelle de la rotation si on ne peut pas, ou soit en circonstances. Si par exemple on a des betteraves, une prairie ou autre, il y a des fois, il faut remettre un peu de travail du sol une année de manière ponctuelle parce que c'est nécessaire. Donc s'il faut le faire, on le fait. Il ne faut pas oublier qu'on a des exploitations agricoles sont des structures économiques et qu'elles doivent générer quand même du bénéfice à la fin de l'année. Et le but, c'est de ne pas aller dans le mur. Si une façon de faire ne marche pas, il ne faut pas le faire. Le semi-direct pris lui tout seul, si à côté il n'y a pas du travail du sol végétal, animal, s'il n'y a pas de rotation, si les champs sont sales, on n'est pas adapté en termes de matériel, fertilisation ou autre, ça ne va pas marcher, on va aller dans le mur, ça va aller de pire en pire. Pour moi, pratiquer le semi-direct, c'est dans des situations où ça marche bien et ça va aller de mieux en mieux. Ça va être empirique en fait, si ça marche mal, ça va aller de plus en plus mal, donc là on va creuser le trou. Et c'est des choses auxquelles il ne faut pas bien avoir conscience. Il ne faut pas faire du semi-direct pour dire faire du semi-direct, ce n'est pas une fin en soi. Donc il faut bien mettre tous les autres leviers en œuvre. Donc pour moi, c'est assurer d'avoir une rotation minimum. Je ne vais pas faire blé colza par exemple. Je vais me forcer à faire une culture de printemps, faire des couverts d'interculture dès que je peux. Le travail du sol, réduction maximale, maintenant je suis rendu à faire que du travail du sol localisé. Pour le tournesol, j'ai essayé comme une année en direct, on m'a dit que ça marcherait pas, ça n'a pas marché. Voilà, je me devais d'essayer. Le maïs, lui, ça marchait beaucoup mieux. Donc réduction du travail du sol, rotation et couverture maximale. Donc le but, c'est d'avoir toujours du vert et des racines. Donc éviter des ruptures et avoir des grandes périodes sans rien, du sol nu. Et pour moi, l'important, c'est que le sol, il est toujours à manger. Le sol, c'est un peu comme une panse d'un animal. Il faut que, ou n'importe quel être vivant, en fait, parce que le sol, en lui-même, il y a la partie minérale du sol, qu'on connaît bien. On peut faire une analyse de sol, ça, on connaît les quantités de limon, argile, matière organique, sable, et ainsi de suite. Mais ce qui est très important, qu'il ne faut surtout pas oublier, le sol, c'est ce qui nous fait vivre tous, la planète entière. Et ce qui est important, c'est ce qui est dans le sol. C'est toute la vie qui abrité dans ce sol, et le but c'est d'arriver à faire vivre tout ça le mieux possible pour nous rendre les services, pour arriver à faire pousser la plante. Je pars du principe que si le sol est sain, la plante qui va être dessus sera forcément beaucoup plus saine. C'est le principe du redox. Si le sol est réduit, les plantes qui vont pousser dessus seront réduites. Un sol oxydé aura plus naturellement des plantes oxydées, donc on va batailler tout le temps contre les bioagresseurs, et ainsi de suite. Donc moi, ma ligne de conduite, c'est de prendre soin au maximum du sol et j'aurai les répercussions positives sur les cultures. Donc je réfléchis toujours en termes d'intervention, de l'impact que ça aura sur mon sol et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire pour que mon sol se porte le mieux possible. Donc je dois le nourrir surtout. Pour moi, ça c'est la chose principale. Donc un maximum de résidus de culture doit être restitué, donc je n'exporte que des grains. Dès que je peux, j'apporte du compost. Et dès que je peux, je fais des couverts. Voilà. Donc, et surtout, je me débrouille pour qu'il soit jamais nu. Parce que le pire ennemi pour le sol, c'est le soleil. Alors c'est notre meilleur allié, c'est la seule énergie gratuite qu'on a dans nos systèmes liés à la photosynthèse, mais c'est aussi la fois le pire ennemi pour le sol et pour ce qui vit dans le sol. Dès que le soleil touche le sol sans couverture, on perd de l'eau l'été. La vie du sol, elle descend. Et en plus, c'est là qu'on fait des levées de dormance. Donc le but, c'est de travailler avec tout ça. Donc un champ comme ça, le but c'est d'avoir des repousses homogènes. Donc là, on a des outils, les herses à paille, les désherbages, différentes opérations qui peuvent servir. Quand on n'est pas équipé, on essaye d'avancer, de se faire prêter ou de voir. Le but c'est de ressentir un peu le système et de voir la direction où on veut aller. Et le but c'est d'avoir toujours des résidus en surface pour nourrir le sol, pour tamponner les aléas climatiques. Et surtout là, on va regarder, on va creuser, il y aura des vers de terre, il y aura de la vie ici. Ça sera un sol vraiment qui va vraiment bien se porter. Nos cultures, la germe et la majorité des racines est dans vraiment l'horizon superficiel. C'est vraiment important qu'il soit très bien structuré cet horizon. On va regarder un peu comment ça se traduit. Sur un caillou, bien sûr. Donc déjà, un sol,
au bout de plusieurs années d'ACS, il est structuré. Voilà, je vais sortir le ver de terre, juste en sortant. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils viennent marcher dans le sol, j'ai des collègues, un jour, ils viennent dans mes champs, ils me disent, tes champs, ils sont tassés. Je dis, non, ils sont pas tassés, ils sont structurés. Tassés, c'est possible, ça peut arriver à cause d'une mauvaise opération. Mais on a pris une fourche, on a regardé, c'était pas du tout tassé. Par contre, il y avait une cohésion de l'ensemble, c'est-à-dire, quand on met un coup de fourche, qu'on sort, le sol, il s'effrite pas, il part pas en morceaux. Donc, il y a vraiment une cohésion des mottes ensemble, sans que ce soit des mottes avec des angles importants qui traduisent une mauvaise structure. Voilà. Donc là, on sort le sol. Et on voit bien que là, on a beaucoup de radicelles. C'est peut-être plus parlant ici. Donc ici, on est dans l'environnement vraiment où va germer le blé. On est d'accord. Les graines sont là. Donc là, c'est... Hein, c'est au milieu. Voilà. Et on voit bien que l'environnement de surface ici, il est colonisé déjà par des radicelles qui étaient déjà là. Et toutes les racines, toutes les galeries de racines des cultures précédentes, du couvert, du colza, des repousses de colza, et ainsi de suite, restent, elles ne sont pas défaites, elles ne sont pas détruites par du travail du sol. Donc c'est-à-dire que la culture suivante, quand elle arrive, elle n'a pas besoin de dépenser autant d'énergie pour s'enraciner. Et pareil, avec toutes les mycorhizes qui ont été mis en place, le boulot se refait beaucoup plus vite. Donc on voit, ça fait un sol très grumeleux en surface, qui se tient en plus. Donc là, on met une graine là-dedans. Ben, c'est super comme environnement. Je ne ferai pas mieux avec un outil de travail du sol pour venir faire un environnement propice à la germination de mon blé, par exemple. On voit, c'est couvert de radicelles partout. Donc là, on n'a aucune raison de venir faire une opération mécanique qui déjà va enfouir tous les résidus. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, là, on sait tous que derrière colza, dans les repousses de colza, il y a de la limace. Si on fait des comptages et des collectes qu'on fait, derrière lin, pois, je ne sais plus quelle autre culture, tournesol par exemple, et derrière colza, on sait que là, alors là on pète le score en termes de population de limaces. Il y a des limaces, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est un précédent à limace, c'est un précédent à limace. On le sait. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On sème, on se débrouille pour que les sillons soient propres, qu'ils soient bien fermés. Aucun sillon n'est ouvert pour que les limaces puissent aller chercher le grain de blé, donc il faut que le semis de blé soit qualitatif. Là, cette année, je suis même venu passer le rouleau après le semis. J'ai mis, pour la première fois, j'ai mis de l'anti-limace en préventif derrière colza, parce que cette année, on a une population qui est vraiment énorme. Et surtout, les repousses de colza, on les désherbe pour qu'elles meurent doucement, pour que la pétence des repousses de colza reste encore un certain temps, pour pas qu'elles se jettent sur le blé. Donc là, on voit que le blé sort. Pour l'instant, je n'ai aucune morsure. De manière générale, j'ai quasiment jamais eu de problème de dégâts de limaces sur le blé. Voilà, donc sur le terrain, un blé de colza en ACS, ça se traduit comme ça. Maintenant, on va aller voir un colza et des couverts.